22 milliards de francs CFA, c'est le montant débloqué par le Japon pour la réhabilitation du môle 3 du Mali au port de Dakar. C'est un espace de transit et de stockage dédié au Mali. Le chantier a été visité par les opérateurs économiques maliens qui séjournent dans la capitale sénégalaise. Les détails dans ce journal avec nos envoyés spéciaux à Dakar. Assainissement à Koulikoro en cette saison des pluies, le caniveau et les collecteurs dans la commune urbaine sont-ils curés et quelles sont les structures en charge de cette opération? Élément de réponse dans ce journal avec notre reporter Jules Sambou Sissoko. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Direction Koulouba où a eu lieu l'ouverture ce matin de la rencontre du président de la transition avec le gouverneur des 19 régions et des districts de Bamako. Objectif, recenser les besoins prioritaires des régions, discuter des voies et moyens et de trouver des solutions aux difficultés auxquelles les représentants de l'État sont confrontés. Le colonel Assimi Goïta a promis que le gouvernement mobilisera les moyens nécessaires à l'accomplissement des missions des gouverneurs, mais il appelle ses interlocuteurs à plus d'initiatives et d'engagement. Les détails, c'est avec Chaka Konati. Le président de la transition à la rencontre des gouverneurs des 19 régions et des districts de Bamako pour échanger avec eux sur les besoins prioritaires de l'administration et des populations. Concrètement, il s'agit de débattre de la situation administrative de leur circonscription, des difficultés auxquelles elles sont confrontées et y trouver des solutions. Première du genre, l'initiative vise à appuyer les représentants de l'État dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées. Mission d'ailleurs rappelée par le président de la transition dès l'entame de son intervention. Il s'agit entre autres de préserver les intérêts nationaux, de veiller au respect des lois, des règlements et des décisions de l'État. Vous devez également assurer l'information permanente du gouvernement sur la vie politique, économique, sociale et culturelle de la circonscription administrative. Il reste donc évident que vous êtes responsable de la réalisation des objectifs nationaux de développement assignés aux services déconcentrés de l'État dans les circonscriptions administratives. En cela, vous constituez la pierre angulaire de l'action de l'État, dont l'unité et la permanence vous incombent. Le rappel de ces points n'est nullement fortuit dans la mesure où il concourt très certainement à l'accomplissement des missions régaliennes de l'État, notamment la stabilisation du pays et la lutte contre le terrorisme, l'impunité, ainsi que toute autre forme d'injustice. Administrer le pays, c'est d'abord assurer la sécurité de nos concitoyens dans le but de préserver la cohésion et la paix sociale. C'est là que se révèle la vocation première de tout État. Au regard du contexte actuel et en votre qualité de représentant de l'État, vous devez en permanence apporter votre appui aux forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement quotidien de leur mission. Il consiste à la fois à protéger les populations et leurs biens et à lutter inlassablement contre le terrorisme où qu'il se manifeste sur notre territoire. Soyez à cet égard rassurés, car le gouvernement sera toujours à votre écoute et veillera à la mise à disposition des ressources nécessaires pour mener à bien vos missions. Certes, l'État va accompagner ses représentants dans les régions, mais le chef de l'État appelle à l'esprit d'initiative des gouverneurs pour le développement de leur localité, le renforcement de la sécurité et les retours de l'administration. Malgré la persistance des menaces, le retour et le renforcement de l'autorité de l'État demeurent une priorité du gouvernement. Cependant, nul ne doit oublier, encore moins sous-estimer vos souffrances silencieuses et les risques auxquels vous êtes constamment exposés dans l'exercice de vos fonctions. Qu'à cela ne tienne, vous avez toujours fait prévaloir l'État par-dessus tout. La mère patrie, reconnaissante, se souviendra éternellement de vos sacrifices individuels et collectifs. Dépositaire de l'autorité de l'État et garant de la préservation des intérêts nationaux dans le ressort de vos circonscriptions respectives, vous êtes la voie par laquelle l'État existe, s'affirme et se réalise au quotidien. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est déterminé à poursuivre le processus de refondation de l'État et à faciliter le retour de l'administration avec comme suite logique le rétablissement des services sociaux de base
En témoignent les récentes nominations de préfets et de sous-préfets dans plusieurs circonscriptions administratives où l'État était absent. Pour vous accompagner, le gouvernement sera à votre côté en vue de vous permettre d'être à hauteur de mission dans la mise en œuvre des plans d'action locaux, dans l'amélioration de la coordination entre les niveaux régional et communal, dans le domaine du transfert de compétences et des ressources au niveau déconcentré. Je vous invite, en conséquence, à plus d'initiatives, d'anticipation et d'engagement pour la réussite des missions qui vous sont confiées et dont la réalisation effective constitue un facteur de stabilité pour notre pays. Appel à l'engagement de tous pour la réussite de la transition. Déjà, le président de la transition souligne des avancées dans la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation et de la feuille de route de la transition. La rencontre d'aujourd'hui intervient dans un contexte marqué par des avancées notables dans la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, notamment la fixation de la durée de la transition, l'adoption et la promulgation de la nouvelle loi électorale qui consacre la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, la publication du chronogramme des réformes politiques et institutionnelles majeures ainsi que celui du référendum et des élections, la création et l'installation de la commission de rédaction de la nouvelle constitution, la création et l'installation du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Ces avancées s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, dont les axes portent sur le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, la promotion de la bonne gouvernance, la réforme du système éducatif, les réformes politiques et institutionnelles, l'adoption d'un pacte de stabilité sociale et l'organisation d'élections générales. Notre pays traverse depuis 2012 une crise multiforme qui perdure, surtout au plan sécuritaire avec des défis négatifs sur l'activité économique. En dépit de ce contexte difficile, le gouvernement ne ménage aucun effort pour mobiliser les ressources nécessaires à la réussite des missions de la transition. Il ne saurait en être autrement, car nous sommes collectivement condamnés à réussir cette phase transitoire. Cela requiert de nous tous un engagement et une mobilisation sans réserve. La rencontre se déroule en deux phases. D'abord, chaque gouverneur présentera les besoins de sa région. Ensuite, les présidents de la transition et son gouvernement y apporteront des réponses. Hors de nos frontières, les opérateurs économiques du Mali sont à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Une rencontre d'échange avec leurs homologues sénégalais pour remettre au vert tous les signaux entre Bamako et Dakar et surtout la visite du chantier du Môle 3, espace attribué au Mali, au port de Dakar, ont été les temps forts de leur séjour sénégalais. Pour la réhabilitation de cet espace, le Japon a débloqué 22 milliards de francs CFA. Envoyés spéciaux, Khadijatou Kone et Abou Kone. Les échanges commerciaux entre le Mali et le Sénégal s'élèvent à plus de 250 milliards de francs CFA par an, ce qui classe notre pays parmi les partenaires stratégiques du Sénégal. En séjour à Dakar, les présidents des chambres consulaires du Mali multiplient les rencontres avec leurs homologues sénégalais. La réunion a essentiellement porté sur les opportunités et les possibilités de partenariat qui peuvent être développées entre les chambres consulaires des deux pays. Encore renforcer nos relations économiques et commerciales après la levée de cet embargo. S'il y a l'impact de cet embargo, c'est les deux peuples sénégalais et maliens qui ont vraiment souffert par rapport à cette sanction. Maintenant, Dieu merci, depuis le 3 juillet, il y a eu levée de l'embargo. Maintenant, nous devons tirer les leçons de cette période, de l'embargo de 6 mois. En tout cas, le Sénégal, surtout les opérateurs économiques que nous représentons, ils vont faire de sorte que ces genres de conflits ne se reproduisent plus. Nous avons eu cette promesse à travers le président de la République et que je pense qu'à l'avenir, nous avons des conventions signées entre nos deux institutions, donc on va essayer de faire de sorte pour pouvoir communiquer davantage pour anticiper sur ces genres de problèmes. La délégation malienne s'est ensuite rendue au Môle 3.
un espace de 27 000 m² attribué au Mali au lendemain des indépendances. En pleine réhabilitation, cet endroit est un maillon incontournable des échanges avec le Mali. La fin des travaux est prévue pour fin août 2022 et le volume du trafic pourrait alors augmenter de 800 000 tonnes en 2018 à 1,2 million de tonnes. Toutes les marchandises à destination ou à provenance du Mali, donc en zone tampon, sont prioritairement entreposées au mode 3 qui bénéficient des avantages conformément aux accords qu'on a signés avec le gouvernement sénégalais. Toutes les actions menées aujourd'hui des deux parties pour rénover cette installation ne fait que booster nos relations économiques et commerciales entre les deux pays. Entrepris dans le cadre du programme de modernisation du port de Dakar, ce projet de 22 milliards de francs CFA est financé par le Japon à travers l'Agence japonaise de coopération internationale. Toujours dans le cadre de la coopération pour renforcer la compréhension mutuelle entre les États-Unis d'Amérique et le Mali et surtout dans le cadre de la formation continue et professionnelle, la bibliothèque américaine Koerner a vu le jour à l'Université des Lettres et des Sciences de Bamako 6 à Kabala. Cette bibliothèque virtuelle est financée par l'ambassade des États-Unis au Mali. Saloum Konaté était à l'inauguration pour nous. Si parler la langue française est un privilège, parler anglais est indispensable. C'est pourquoi l'Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako, avec l'appui inestimable de l'ambassade des États-Unis, procède à l'ouverture de cette bibliothèque aux documents 100% anglais. Cet héritage permet désormais aux enseignants-chercheurs et étudiants de perfectionner leurs compétences pédagogiques et élargir les connaissances dans la première langue internationale au monde. Ce que vous nous rendez aujourd'hui, le cadeau précieux que vous allez nous faire aujourd'hui, c'est un cadeau précieux qui va permettre, n'est-ce pas, de renforcer davantage nos pratiques. Merci pour les livres, bibliothèque physique. Merci aussi pour les ordinateurs, bibliothèque virtuelle. Parce que ce sont des livres qui seront consultés non seulement par les étudiants, mais aussi, n'est-ce pas, par les enseignants. Ces facteurs particuliers de renforcement des capacités rassure aussi l'engagement des États-Unis auprès du Mali pour relever les multiples défis dans les secteurs de l'éducation et de l'enseignement. Avec plus de 800 ouvrages, la toute nouvelle bibliothèque est dotée d'équipements technologiques permettant aux visiteurs d'accéder à des livres et divers programmes sur des aspects de la vie et de la culture aux États-Unis. C'est l'expansion de notre présence éducative et culturelle ici dans ce centre prestigieuse d'éducation malien pour aider les Maliens d'avoir plus contact avec la culture, langue et politique américaine. C'est parmi les activités pour aider les Maliens d'être plus actifs au niveau international. Ce sera l'occasion, je pense et j'espère, pour nos étudiants de s'approprier tout le savoir qu'il y aura dans ces livres, mais aussi nos enseignants-chercheurs, pour que nous puissions, à partir de la civilisation américaine, de la culture américaine, de l'histoire des États-Unis, faire en sorte que le Mali puisse bénéficier de cette grande histoire des États-Unis d'Amérique. Au dire directeur, cette bibliothèque virtuelle permettra de donner du sens à notre parcours universitaire en termes de modernisation et facilitation optimale. Sur la scène nationale maintenant, contribution de la jeunesse à la réussite de la transition au Mali, c'est le thème de l'édition 2022 du concours Jeunesse et Citoyenneté. L'événement met en compétition les académies d'enseignement du Mali. L'initiative est une invite à la paix, la citoyenneté et le vivre ensemble, nous dit Mariam Koulibaly. C'est une tradition pour l'association d'Anaya d'organiser toutes les vacances des activités socio-éducatives en faveur des enfants issus des milieux défavorisés. L'émission Yelenkoura donne ainsi l'occasion aux enfants d'imiter leurs artistes préférés. On sait qu'à la fermeture des classes, les enfants peuvent avoir des diverses formes d'activités. Et nous, on a peur, on est dans un quartier périphérique. On a assez de population, donc on a peur que les drogues, les consorts, les enfants vont se retrouver dans ces choses-là. Donc pour éviter ça, il faut vraiment les organiser les soirs dans ce qu'eux-mêmes ils veulent. En général, ce qu'ils veulent, c'est faire les sketchs, c'est vraiment faire les théâtres, c'est vraiment faire les jeux.
Cette année, ils sont 13 candidats à concourir. L'événement garde tout son sens auprès de l'assistance depuis les centres d'écoute communautaire de Niamakoro. L'avenir de toute nation, c'est sa jeunesse. Mais il s'agit d'une jeunesse bien cultivée, bien épanouie. Ça va être un moment de détente pour les enfants après 6 mois d'année scolaire. L'un des temps forts de cette cérémonie est la nomination du docteur Lassina Tembine par les enfants comme ambassadeur des enfants de Niamakoro au titre de l'année 2022-2025. D'autres artistes ont fait également des prestations aux côtés des 13 candidats. Aider les enfants, c'est contribuer au développement du pays. Soutenir la transition, c'est la démarche entreprise par le collectif de jeunes tamashek de la diaspora. Le collectif et certains de ses membres venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Niger ont tenu ce samedi une conférence de soutien à la transition. Ces jeunes apportent ainsi leur contribution à la refondation du Mali. La rencontre s'est déroulée au Centre international de conférence de Bamako. Bemba Sibi nous en parle. Plus que jamais, le Mali a besoin du soutien de ses filles et fils. C'est consciente de cela que la diaspora tamashek de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Niger s'est retrouvée à Bamako pour matérialiser ce besoin. L'occasion nous réunit ce matin s'articule autour d'un soutien total et sans condition aux autorités de transition du Mali dans leur mission régalienne hautement patriotique. La création des collectifs de jeunes de l'intérieur comme de l'extérieur, pour apporter leur contribution aux grands édifices sur les plans sécuritaires, développement, cohésion sociale. Chers jeunes, vous avez un important challenge, car ce jour, vous avez la tête de cette transition jeune que nous demandons au Tout-Puissant de faciliter à relever le défi d'un Mali souverain et réconcilié et sécurisé. Dans ce contexte actuel que vit notre pays, il y a un seul mot dont nous avons besoin, c'est les rassemblements. Alors aujourd'hui, quoi de mieux que cette conférence pour illustrer un modèle de rassemblement? L'initiative de ces jeunes de soutenir les efforts des autorités de la transition est saluée par les participants, ceci au vu des actions réalisées en si peu de temps. Soutenir les autorités de la transition, c'est soutenir l'État malien. Donc quand une jeunesse s'organise, se mobilise pour soutenir la transition, et nous, département de la jeunesse, nous ne pouvons qu'accompagner l'initiative. Et donc c'est le lieu pour moi, au nom du ministre de la Jeunesse et des Sports, de remercier les organisateurs de l'événement. Cette conférence pour soutenir la transition est un cadre de réflexion mis en place par ces jeunes qui, à terme, va formuler des recommandations aux autorités de la transition sur la situation sociopolitique et sécuritaire du Mali. Autre sujet dans ce journal, luttons contre la corruption domaniale et foncière par l'information, la sensibilisation et la formation. Tel est le thème d'une session de formation ouverte pour 2 jours à Bamako. Elle est initiée par le réseau malien des journalistes pour la lutte contre la corruption et la pauvreté en partenariat avec la Fondation Frédéric Ebert. L'objectif est de mieux faire comprendre les innovations de la nouvelle loi domaniale. Ba Traoré. Au Mali, la corruption domaniale et foncière constitue depuis des décennies une véritable problématique malgré l'existence de textes valables. Le RMJLCP, Réseau malien des journalistes pour la lutte contre la corruption et la pauvreté, note une méconnaissance et une mauvaise application des dits textes. Des concerts avec le Cercle d'études, de recherche et de sensibilisation sur la corruption et la pauvreté, le RMJLCP met l'accent sur la sensibilisation pour lutter contre le fléau. L'avènement de la nouvelle loi domaniale et foncière de 2020, après moult tentatives, suscite beaucoup d'espoir. Durant 2 jours, les éminents experts, dont la plupart artisans de ces nouveaux textes, vous entretiendront sur la loi 2020, ses modifications de 2021, l'exploitation foncière et ses contraintes environnementales. La Fondation Frédéric Ebert est le partenaire financier de cette session de formation de 2 jours qui regroupe les experts et autres cadres du secteur. Quand des organisations de la société civile s'impliquent à la vulgarisation d'une loi domaniale et foncière, c'est dire que chacun doit désormais jouer sa participation dans la construction d'un Mali nouveau. C'est pourquoi mon département soutient cette
initiative. Les 2 jours de session seront marqués par des communications sur l'exploitation domaniale et les contraintes environnementales. Le second titre de cette édition pour faciliter l'évacuation des eaux, surtout pendant l'hivernage où les cas d'inondation sont récurrents, causant plusieurs dégâts, des millions voire des milliards sont débloqués pour réaliser des ouvrages d'assainissement. Dans ce sens, des caniveaux et des collecteurs de drainage des eaux ont été réalisés dans les communes. À Koulikoro, dans la commune urbaine, ces caniveaux et collecteurs ont-ils été curés et quelles sont les structures en charge de cette opération? Élément de réponse dans ce dossier signé Jules Sambou Sissoko depuis la cité de Megatan. En cette saison de pluie, les services météorologiques de notre pays prévoient de fortes précipitations avec des inondations dans certaines zones du Mali. Qu'en est-il du curage des caniveaux et principaux collecteurs dans la commune urbaine de Koulikoro? Nous avons eu à faire beaucoup de curage, de Kayo jusqu'à Katebogo. Ça a facilité l'emploi des jeunes, des emplois non durables. Les GIE sont en train de curer. Ils n'ont pas les grands moyens pour l'évacuation des déblais. Et la mairie aussi s'ajoute à eux souvent avec le peu de moyens qu'on a pour l'évacuation directe des déblais et le curage des caniveaux au niveau de la commune urbaine de Koulikoro. Et la pluviométrie soit importante, oui ou pas, c'est nécessaire. La ville de Koulikoro est située telle que, bien sûr, si vous ne curez pas, donc il peut y avoir des problèmes. Quand vous anticipez, je pense que donc, la mairie comprendra. Nous intervenons donc en appui conseil. Il faut bien curer, il faut bien enlever, il faut l'amener là où on doit amener pour ne pas créer bien sûr des nuisances ou encore des désagréments aux populations. L'opération de curage des caniveaux doit normalement se faire en amont de la saison des pluies pour non seulement assainir le cadre de vie et faciliter l'évacuation des eaux, mais et surtout pour pallier les inondations. Un vaste programme de curage des caniveaux avant l'hivernage. Mais je vous avoue que cette population aussi, c'est pas facile. On cure aujourd'hui, demain, il y a des gens qui vont remplir les caniveaux. L'incivisme des populations faisant, les gens vont jeter les déchets solides ménagés dans les caniveaux pendant la période pluviale. Et c'est pour cela qu'il faut curer à tout moment. L'assainissement et la prévention, c'est tout le sens du curage des caniveaux et collecteurs. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la prévention des risques et catastrophes liés à la saison pluvieuse. Au début de chaque hivernage, vous constatez qu'en collaboration avec les mairies, on fait une campagne de curage des caniveaux. C'est pour inciter la population à faire autant. Maintenant, lorsque les inondations surviennent, nous intervenons aussi pour sauver des vies. On assiste les populations sinistrées, leur apporter le maximum de vivres et de non-vivres. Nous avons en amont fait un plan d'inondation. Ce plan prend en compte notamment le curage, n'est-ce pas, des caniveaux et des collecteurs, l'intervention auprès des populations pour des comportements qui favorisent l'assainissement pour que les collecteurs puissent être gardés propres. Malgré l'intervention de plusieurs acteurs, la problématique du curage des caniveaux et collecteurs se pose avec acuité. Cette situation peut exposer les populations à d'énormes risques. Notre seul souhait, c'est le curage complet de ces caniveaux-là. Parce qu'une fois qu'il pleut abondamment même, ça devient presque une marée sur la route ici, quoi. Une fois qu'il y a de l'eau, même les enfants ne peuvent plus sortir. Une voiture peut déraper, même descendre dans le caniveau. Effectivement, ça c'est vrai. Les sachets là, ce n'est pas le vent qui les emporte. Ceux qui habitent en haut là-bas sont eux qui versent souvent des ordures, qui empêchent même l'évacuation de l'eau. Le ramassage de ces déblais coûte énormément cher à la mairie. Plus tu le fais, l'autre sont là pour détruire. C'est très grave dans une commune. On a fait beaucoup de sensibilisation en ce sens. Il y a même des jeunes, pour de bonnes volontés, qui s'organisent à curer et les déblais, et nous lancent toujours des appels. On envoie le camion évacuer ces différents déblais. Si un des objectifs de cette opération d'assainissement est l'amélioration générale du cadre de vie des populations, elle doit cependant s'opérer dans une dynamique globale et coordonnée. À 13h26 à Gouné, à Koulikoro, prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Bon après-midi à toutes et à tous.